Bonsoir, Excellence. Est-ce que ce sommet États-Unis-Afrique a répondu à toutes vos attentes? Je dois dire que pour les Africains, en tout cas les chefs d'État qui étaient présents, nous avions vu en cette initiative historique un grand moment pour que les États-Unis et l'Afrique œuvrent ensemble d'un commun accord pour bien sûr soutenir un développement international équilibré qui permettrait à l'Afrique de trouver davantage d'intérêt dans le mouvement du monde économique. Qu'est-ce que vous attendez des investisseurs américains? Bien sûr, l'Afrique aujourd'hui a besoin d'investissement, ce qui veut dire que nous sommes là pour échanger, partager, mieux faire connaître le continent, mais surtout de notre côté leur dire notre engagement à créer des conditions bien sûr plus favorables, à créer un environnement beaucoup plus attrayant pour les Américains qui ont montré à travers le monde leur grand esprit d'entreprise, mais aussi de capacité de travailler avec d'autres peuples. Ouais. Alors, beaucoup ont dit que le président Barack Obama n'a pas fait assez pour le continent durant ses 2 mandats et que ce sommet États-Unis-Afrique était une façon pour lui de se rattraper. Est-ce votre avis? Nous pensons que ce n'est pas la première fois que le président Obama nous écoute. Je me rappelle qu'à son arrivée, nous avions eu à New York une rencontre qui avait permis, bien sûr, aux Africains d'exprimer au président leurs préoccupations. Et depuis, nous avons senti cette proximité de l'Amérique à nos côtés. Et même si, comme vous le savez, tout le monde entier a traversé une crise financière qui a été très difficile aussi pour les États-Unis. Oui. Alors. Oui, mais nous pensons que l'initiative qui a été prise hier par le président de conduire de nouveaux programmes pour l'Afrique, cette décision a été bien accueillie. Oui. Alors, vous êtes de gauche d'origine, vous avez dirigé la révolution au Burkina Faso. Ça fait déjà en moins d'1 an que vous êtes venu ici 2 fois et vous voici en train de discuter avec des investisseurs américains. Est-ce à dire que l'anti-impérialisme que vous prêchiez à l'époque avec Thomas Sankara est maintenant derrière vous? Alors, je crois que le monde a évolué, c'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a eu bien sûr la fin de la guerre froide dans les années 90 et cela a bien sûr amené les populations du monde entier à se tourner vers des programmes économiques bien sûr faits d'efficacité, faits de résultats. Et sur cette base, je crois que tous les pays ont eu une orientation plus libérale de la gestion économique des nations. C'est ce qui fait que le Burkina, dans cette direction, a trouvé aussi des possibilités pour maintenir une croissance économique acceptable, assez appréciable. Et c'est certainement une voie sur laquelle nous allons poursuivre, ce qui nous permet aujourd'hui, avec beaucoup de confiance, pour notre économie, de nous ouvrir au partenariat avec le privé. Où en est-on avec cette question de subvention au coton culteur américain que les paysans africains, notamment du Burkina Faso ou du Bénin, ont souvent dénoncé? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, je pense que cette bataille que nous avons engagée, c'était une bataille assez difficile, car c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et bon, finalement, je pense qu'aujourd'hui, même si les résultats n'ont pas été conséquents pour nous, il y a eu quelques subventions qui ont accompagné la production de coton dans notre espace, mais sur notre capacité à influencer les cours mondiaux, cela n'a pas été possible. Il a fallu que nous, à notre niveau, on restructure un peu nos entreprises, qu'on s'organise mieux, qu'on ait plus de productivité et plus de production. C'est ce qui a permis, je pense bien, à nos paysans de pouvoir tenir et aux entreprises de traitement du coton d'avoir aussi la tête hors de l'eau. Est-ce que lors de ce sommet, vous avez abordé cette question avec vos partenaires américains?
Non, je pense qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, parce que le Burkina est à 750 000, va aller vers 800 000 tonnes de coton. C'est pratiquement le premier producteur africain. Donc, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est plutôt des investisseurs pour nous aider à transformer ce coton. Ouais, parce qu'avec de la transformation, il y aura une valeur ajoutée plus grande pour notre économie, pour nos producteurs. Alors, vous parlez souvent du capital humain. Qu'est-ce qui est fait au Burkina pour attirer la diaspora, c'est qu'elle retourne investir au Burkina? Ce que nous faisons d'abord, c'est de créer les conditions pour aussi qu'ils acceptent de revenir. C'est toutes les réformes que nous avons engagées ces dernières années, c'est à la fois pour attirer le privé international, mais aussi pour que les Burkinabés comprennent qu'il y a un intérêt à revenir dans un pays où la gouvernance est meilleure, où l'encadrement des activités économiques et bien sûr sans contraintes particulières. La liberté d'entreprise est garantie avec une sécurité juridique. Alors c'est cela que nous sommes en train de construire et nous espérons qu'avec bien sûr le mouvement vers le haut de l'économie, cela va attirer des compétences parmi la très grande diaspora dans le monde. Alors, Monsieur le Président, vous savez qu'au Burkina, en ce moment, il y a un débat. D'abord, d'un côté, vos partisans qui demandent à ce qu'il y ait un référendum pour que la Constitution soit changée, notamment au niveau de son article 37. Et puis, il y a de l'autre côté l'opposition et puis la société civile qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Comment vous vivez ce débat-là? Moi, je pense que c'est bien pour la démocratie. Je pense que ce qui est important dans la République, c'est que les libertés font que sur des questions d'intérêt national, on s'exprime. Soit on est entièrement favorable, ou il y a effectivement des camps qui s'opposent sur le choix à faire par rapport à l'orientation donnée à telle ou telle question. Alors, je crois que ce débat, il est bien sûr instructif même pour nous, pour comprendre que dans la République, sur des questions du genre, on peut en débattre librement, mais aussi il y a que la Constitution dispose que le président du Faso, par exemple, peut, sur une question d'intérêt national, proposer au peuple un référendum. C'est ce qui, bien sûr, fait débat. Voilà. Mais je pense qu'on ne sort pas du cadre de la République et de la démocratie. Donc le référendum aura lieu? Je ne dis pas qu'il aura lieu, mais il est important au moins de noter qu'aujourd'hui, le débat sur la légalité de ce référendum maintenant est derrière nous. C'est-à-dire que même dans l'opposition, vous trouvez des personnes leaders qui reconnaissent que ce droit reconnu au président du Faso, ce droit reconnu surtout au peuple burkinabé, est un droit qu'on ne peut pas contourner. Ouais, il y a eu des manifestations. Mais il n'y a pas de choix encore qui a été fait. Et ce choix dépend de vous parce qu'il y a eu des manifestations de part et d'autre, mais on attend toujours que le président du Faso se prononce sur la question. Oui, mais les gens non seulement publiquement font des choix, mais ils discutent aussi entre eux pour voir quelle est la meilleure formule pour bien sûr accompagner bien sûr le choix qui serait fait par nous-mêmes, soit passant par l'Assemblée ou par un référendum. Tout ça, c'est encore des possibilités qui restent pour la République. À l'époque, quand le président Mamadou Tandja voulait modifier la Constitution au terme de ses 2 mandats, vous l'aviez critiqué. Est-ce que vous ne pensez pas que vous vous retrouvez un peu dans la même situation que Mamadou Tandja? Non, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait apprécié le contexte nigérien, dans lequel la constitution du Niger n'autorisait pas, comme c'est le cas chez nous, de référendum sur un certain nombre de points. Vous savez, même au Burkina, la constitution interdit un référendum sur l'intégrité du territoire, sur le caractère, la forme et la nature républicaine de l'État et sur le multipartisme. C'est inscrit qu'il n'y a pas de référendum sur ça. Alors que le Niger, c'était plutôt cette question du mandat
présidentielle était donc associée à cette interdiction. Voilà pourquoi il y avait un débat différent au Niger. Oui, et vous savez que le temps court. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez vous prononcer sur la question? Quand est-ce qu'on va... Quel temps qui court? Le temps est court pour aller où? Pour aller en 2015. Oui, mais nous sommes en 2014, donc on a suffisamment à faire avant peut-être enfin, on ne peut pas placer cette question en tête de nos priorités. Quand vous savez que nous sommes là pour un mandat de 5 ans avec un programme, et je crois que c'est l'exécution de ce programme qui est le plus important pour nous d'abord, puisqu'en tout cas on a du temps pour faire un référendum ou pas. Et où en est-on avec le dialogue avec l'opposition? Mais le dialogue se fait, c'est sûr que les rencontres politiques ne sont pas toujours des rencontres qui se font en plein jour. Mais il y a certainement entre les forces politiques des contacts qui se font partout parce qu'ils sont ensemble, ces forces politiques sont à l'Assemblée ensemble, sont aussi dans la ville ensemble, partout. Donc il y a certainement des discussions qui se font. Mais pas au niveau officiel? Oh, mais ça se fera certainement officiellement aussi. Alors, concernant la crise malienne, quel rôle pensez-vous pouvoir jouer dans l'application des accords d'Alger? Alors, moi, je pense que ce que nous souhaitons, c'est que Alger puisse réussir pour que nous puissions vraiment en finir avec cette crise qui, vous le savez bien, affecte aussi le Burkina Faso parce que c'est sur nos frontières nord. Donc, c'est vraiment une préoccupation pour le Burkina et notre souhait, c'est vraiment de voir aboutir les discussions d'Alger le plus rapidement possible. Mais vous n'avez pas été un peu frustré de n'avoir pas été associé aux accords d'Alger? Non, nous sommes associés, nous accompagnons, nous soutenons les discussions qui se passent à Alger. Et notre souhait, c'est bien sûr qu'il y ait un accord et que nous puissions aussi accompagner la mise en œuvre. Parce que ce que nous recherchons, ce n'est pas une publicité dans des situations aussi difficiles, mais c'est vraiment la solution à la crise qui est vraiment notre première préoccupation. Oui. Alors, Monsieur le Président, on a vu les islamistes s'emparer du nord du Mali et maintenant on a Boko Haram qui non seulement sévit au Nigeria mais a dépassé les frontières et maintenant au Cameroun. Comment est-ce que vous voyez la résolution de cette crise liée à Boko Haram? Alors, je pense que ce qu'il faudrait, c'est d'abord que les États s'organisent pour comprendre qu'au-delà même de notre région, Boko Haram, c'est une malédiction pour l'humanité et ce genre de comportement d'homme est vraiment notre siècle. Alors donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une mobilisation de la région avec les pays même de l'Afrique centrale qui sont aussi intéressés par ce phénomène pour qu'ensemble, en mutualisant nos moyens, en organisant mieux nos services de renseignement dans la zone et aussi en essayant d'intervenir de façon avec une détermination, mais surtout avec un professionnalisme plus grand, que nous puissions mettre fin à ce genre de comportement assez sordide dans notre région. Et quelles sont les dispositions qui sont prises dans ce sens au niveau de la CEDEAO? Non, la CEDEAO a décidé de relancer son programme d'action, sa stratégie de lutte contre le terrorisme dans la région, mais aussi de mettre en œuvre son plan d'action qui va bien sûr comporter un ensemble de dispositifs beaucoup plus vigoureux que ce que nous avons vu actuellement. Et ce ne sera pas le seul front, parce qu'on a maintenant la crise d'Ebola qui a atteint près de 4 pays, dont notamment le Nigeria. Comment vous organisez la riposte face à cette épidémie? Il y a des réunions qui sont prévues ces jours-ci pour permettre d'avoir une stratégie plus globale, nette, mais en même temps un suivi scientifique beaucoup plus
déterminés afin d'enrayer ce fléau-là, cette épidémie, si on peut le dire. Merci, Monsieur le Président. C'est bien.